Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Étienne Lavigne qui a été le directeur du Dakar de 2005 à 2019. À l'occasion de son départ d'ASO pour Amaury Sport Organisation, nous en avons profité pour échanger sur les souvenirs qu'il garde de ces nombreuses éditions du Dakar dans l'organisation puisqu'il y est depuis 1993. Imaginez, je n'étais même pas né. Nous avons enregistré cet épisode il y a quelques temps, vous verrez donc pour les auditeurs les plus fidèles d'entre vous que nous faisons allusion à des choses qui se sont produites entre-temps. Formule un peu mystérieuse je vous concède, mais vous comprendrez durant l'épisode. Vous verrez que c'est avant tout le parcours d'un homme passionné d'aventure, de voyage et qui a soif de découvrir de nouvelles cultures, qui s'est donc passionné par l'automobile et la moto via le Dakar ou encore l'Enduropal du Touquet qu'il a aussi organisé pendant quelques années. Forcément, qui dit aventure, dit aussi galère, et Étienne en a de très belles à nous raconter, et même certaines plus sombres, comme celles qui ont conduit à l'annulation du Dakar en 2008, alors qu'il en était déjà le directeur. S'ensuit alors la migration de l'épreuve vers le continent sud-américain, qui fit tant couler d'encre. Aujourd'hui, vous allez en découvrir les coulisses. Finalement, comme le dit si bien Étienne, peu importe l'édition en question, le Dakar laisse toujours une trace indélébile, tel un tatouage au cœur. Bref, c'est un épisode différent que je vous propose aujourd'hui à travers la vie d'un personnage peu connu du grand public qui a vécu pourtant des aventures extraordinaires. J'en profite pour remercier la famille Morel, Maryse, Antoine, Kevin, Johan et Alan pour la mise en relation avec Étienne Lavigne et je vous invite à aller écouter la mini-série Morex & Co que j'ai consacrée à cette famille élargie avec Simon Bouvier qui est absolument hors du commun. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants pour ne rien louper. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Il y en a actuellement 59. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Étienne. Salut. Merci de me recevoir chez toi en région parisienne et bienvenue dans la boîte à gants. Je suis très content de faire partie de l'aventure de la boîte à gants. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, moi je suis Étienne Lavigne et on me connaît dans le monde des sports mécaniques pour m'être pendant très longtemps occupé du Dakar. J'ai été patron du Dakar de 2005 à 2019. Justement, on va revenir un peu sur toute cette époque-là pour toi. Mais très jeune, tu as été passionné par, pas forcément l'automobile en tant que telle, mais plus l'aventure. Oui, en fait, moi j'ai grandi en province et puis dans mon adolescence, j'ai très vite envie de voyager, de parcourir le monde et je tenais pas beaucoup en place, donc j'ai commencé à bosser après mon service militaire en Algérie sur le port d'Oran. Et j'avais ce goût de la découverte des pays, de l'Afrique en particulier, déjà à cette époque-là. Et dans les années qui ont suivi, j'ai travaillé ensuite dans le milieu maritime, dans le milieu portuaire. Juste pour revenir un petit peu sur ton enfance, ouais. Parce que tu m'avais expliqué que ton enfance a été nourrie par des lectures, notamment celle de Kessel. Alors oui, moi j'étais un grand fan de Kessel qui a, comme tout le monde le sait, énormément voyagé. Hein. Il a voyagé dans le monde entier et il est né en Argentine. Il a voyagé en Afghanistan, il a fait partie de l'aventure de l'Aéropostale, donc de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. C'était le contemporain de Mermoz, de Syntex. Et ces gens-là, moi j'avais une fascination déjà pour l'aventure de l'Aéropostale, la découverte du continent africain telle qu'elle était réalisée à cette époque-là. Donc ça m'a toujours plu le fait de découvrir des pays, des peuples, des populations, des cultures. Et donc, j'ai eu cette soif d'aventure qui m'a porté pendant toutes ces années d'adolescence et de
et de jeunesse, on va dire. Donc dans les années 80, parce que tu es né dans les années 60. Moi, je suis né dans les années je suis né en 63, très précisément. Et dans les années 83, quoi, entre 16 et 20 ans, en fait, j'avais envie de bouger beaucoup. Et donc, j'ai commencé à bosser pour la première fois en Algérie, sur le port d'Oran, ce qui reste un souvenir assez ému, parce que quand on découvre l'Algérie à 20 ans, dans les années 83 justement, c'était assez magique pour moi de découvrir cette ville portuaire qui était immense, hein, qui est située donc sur la partie ouest de l'Algérie, un grand port, deuxième port après Alger, et je travaillais dans le transport, donc on recevait des matériels de France qu'on acheminait ensuite sur des chantiers sur les hauteurs d'Oran. Et d'abord, j'ai découvert un pays absolument extraordinaire, l'Algérie, et les Algériens, donc avec une vraie envie de rencontre. Et puis, c'était déjà prendre la route, monter sur les hauteurs d'Oran. C'était pas encore le désert il est plus bas, beaucoup plus loin. Mais voilà, c'était un avant-goût de ce que j'avais cherché. Et puis, suite à ça, je suis revenu en France, où j'ai travaillé sur le port de Rouen pendant de nombreuses années, en milieu portuaire, donc. C'est docker ? Alors, j'étais assimilé docker, j'étais pas ouvrier docker, parce que pour être ouvrier docker, c'est très particulier, hein, c'est des statuts très protégés, mais je travaillais à leur côté. Donc j'ai travaillé, je m'occupais des escales des bateaux qui arrivaient à Rouen, qui repartaient, en particulier ceux qui venaient d'Afrique. Donc il y avait toujours cette petite connexion avec le voyage, l'ambiance maritime, les ports, etc. Et puis suite à ça, je suis resté quelques années sur le port de Rouen, et ensuite j'ai fait de multiples choses, on va dire, qui m'ont toujours donné envie de bouger. Donc dans les années un peu plus tard, en 87, je suis parti en Afghanistan. À l'époque, c'était en plein conflit avec l'Union soviétique, ouais. Voilà. Et j'ai réalisé une mission au profit de la résistance afghane pour une assoce française, avec un compagnon, et on est parti plusieurs mois en Afghanistan pour transporter des fonds au profit de la résistance. Donc ça, c'était ma première vraie grande aventure avec un grand A, puisque là, c'était à pied, à cheval, de nuit, pour éviter le survol des hélicos et des avions de chasse soviétiques. Il faut dire qu'à l'époque, c'était très dangereux quand même. C'était pas... Ah, c'était très, très... ça, malheureusement, pour l'Afghanistan, c'est toujours très dangereux, mais à l'époque, oui, c'était effectivement très, très dangereux, parce que on était infiltrés en Afghanistan sous de fausses identités, sous de fausses qualifications, hein. On était soi-disant médecins, alors qu'on ne l'était pas du tout, et on avait la charge d'amener de l'argent dans des maquis afghans dans la région de Bamiyan. Et ça a pris plusieurs semaines, parce qu'il a fallu d'abord arriver au Pakistan, remonter sur Peshawar, qui est une grande ville frontalière avec l'Afghanistan, où là on a été pris en charge, et on a rejoint les équipes qui allaient nous accompagner, nous escorter à l'intérieur de l'Afghanistan pendant tout un été, en fait, l'été 87. Et ça a été un périple dur, physiquement dur, parce qu'on faisait nos convoyages se faisait de nuit, on marchait. Donc l'Afghanistan a la particularité d'être un pays de montagne, c'est les contreforts de l'Himalaya, donc on passait nos nuits à grimper des cols, à les redescendre et à remonter d'autres pendant des dizaines d'heures, et ensuite le jour on se cachait et on dormait avec notre escorte, et tout ça pour progresser chaque jour, et dans des conditions de pays en guerre, donc avec très peu de soutien logistique, voire aucun. Une pression permanente du danger, parce que à l'époque les cols étaient minés, il y avait des embuscades des soviétiques qui bloquaient les passages dans les montagnes pour éviter justement les caravanes en provenance du Pakistan de ravitailler la résistance. Donc c'était des moments absolument, maintenant avec le recul, extrêmement fabuleux, mais c'est vrai que pendant cet été ça a été extrêmement dur, oui, physiquement, en termes d'expérience. Et puis on a eu
deux, trois moments un peu chauds avec des tirs, avec des survols, avec voilà des moments où on savait qu'il fallait être extrêmement vigilant, se planquer, pas bouger. Et ensuite, on a rejoint cette fameuse région de Talaao Barfak. Talaao Barfak, c'est une petite vallée en fait, dans la région de Bamiyan. Là, on a été accueillis dans un maquis d'une manière absolument incroyable par ces Afghans qui luttaient contre les Soviétiques. Et puis, on est resté avec eux plusieurs semaines pour mettre en place le programme qu'on était censé porter. Et là, ça a été des rencontres, parce qu'on avait évidemment un interprète avec nous. Hein. Nous, on parlait pas du tout le farsi. Donc on avait, par l'intermédiaire de cet interprète, la capacité d'échanger très facilement avec eux. Et ça a été des rencontres de gens absolument remarquables, fiers et courageux, dans le contexte de l'époque où c'était contre les soviétiques qui se battaient, avec les vestiges de combats un peu partout, des carcasses de chars, d'hélicos détruits, des villages détruits. Donc ça a été une grande expérience qui m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de faire des choses qui sortent un peu du commun, on va dire. Et justement, sur ce côté aventure, ça te plaisait, le côté risqué ? Tu le recherchais ou c'était quelque chose d'accessoire? Il y avait l'aventure, dans la notion d'aventure, il y a forcément quelque chose d'une part de risque, hein, puisque dans l'aventure, il y a tout ce qui est imprévu. Et l'imprévu, par définition, on ne sait pas ce que ça va amener. Ça peut amener du merveilleux, mais ça peut amener du terrifiant ou du dangereux. Donc il y avait cette notion de risque, oui, qu'il fallait appréhender tous les jours. Et puis, je crois que le risque est intimement lié à toute notion d'aventure, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a forcément une part de risque dans toute aventure humaine. Alors après, elle est plus ou moins forte. Nous, on avait choisi quand même une aventure très particulière, parce qu'on allait s'immerger dans un pays en guerre, où il y avait des combats. Évidemment, nous, on n'a pas été directement au contact de combats, mais on a vu à de nombreuses reprises des gens qui nous auraient pas forcément voulu du bien si on les avait vus de plus près, quoi. Donc il y avait cette notion d'exaltation aussi, hein, de faire ce voyage. Et la satisfaction d'avoir aussi rempli une mission auprès de gens qu'on avait besoin. Donc c'était pas de l'aventure gratuite, c'était vraiment de l'aventure, je vais dire, avec une vraie générosité d'aider, de contribuer à leur lutte. Et c'est vrai que je suis assez fier de ce petit morceau de ma vie, mais qui m'a en partie construit sur pas mal d'aspects, ouais. Donc quand tu rentres en France, c'est tout de suite après que tu rencontres le directeur technique de Thierry Sabine Organisation ? Non, ça s'est fait un peu après, ça s'est fait dans les années 89. J'ai rencontré effectivement par des contacts, parce que entre 87 et 89, j'ai commencé à goûter à l'événementiel, qui n'était pas sportif à l'époque. J'ai travaillé sur des grands événements, rassemblements de bateaux, de vieux gréements à Rouen par exemple, ce qu'on appelait les voiles de la liberté, qui était très connu. C'était dans le cadre des cérémonies du bicentenaire de la Révolution française. Pendant plus de 10 jours, on avait organisé le rassemblement de ces fameux 3 mâts écoles qui viennent du monde entier, qui étaient rassemblés à Rouen. Une manifestation qui existe toujours, hein, qui a duré, qui a été lancée en 89, mais qui a été reconduite plusieurs fois, à Rouen et à Brest aussi. Et par l'intermédiaire de gens qui travaillaient dans cette organisation, j'ai rencontré effectivement le boss de technique, on va dire, le directeur technique de Thierry Sabine Organisation, qui travaillait sous la direction de Gilbert Sabine. Et pour moi, le Dakar, dans ces années 90-92, c'était l'aventure, hein. C'était l'événement à l'époque avait un retentissement colossal en France. Faut se souvenir que en 86, Thierry Sabine disparaît et que cet événement était disparaît dans un accident, exactement, avec Daniel Balavoine et 3 autres personnes dans la région de Gourmaraous. Hein, c'est une région qui se trouve près de Gao, au Mali. Alors moi, j'étais pas encore rentré, hein, au contact de cette organisation, mais c'était, voilà, il y avait cette notion à l'époque, dans les années 86-92, d'un événement assez exceptionnel, aventureux, qui traversait des zones d'Afrique désertiques.
puisque le Dakar, à l'époque, allait dans tous les endroits où malheureusement on ne peut plus aller. On allait en Libye, au Tchad, au Mali, bien sûr, enfin bref, et dans toute la grande moitié nord du continent africain. Donc c'était un événement itinérant, qui avait une très forte renommée en France, qui était couru par des gens très célèbres. Donc il y avait tout un aura autour de cet événement Dakar, qu'on appelait le Paris-Dakar. Je fais juste une petite aparté par rapport à Thierry Sabine. Donc Thierry Sabine, c'est le créateur du Paris-Dakar et de l'Europale du Touquet, parce qu'on en parlera par la suite. Exactement. Et c'est son père, donc Gilbert Sabine, qui a repris la suite. Tout à fait. Après son décès. C'est le papa qui a repris la suite Qui est du chirurgien fils. dentiste, je crois. Oui, il était orthodontiste, le père de Thierry, Gilbert. Et Gilbert, donc, veut étoffer son équipe dans l'année 92. Il faut savoir qu'en 92, c'est l'édition, en janvier 92, c'est l'édition du Paris-Le Cap. Le Paris-Le Cap, c'est un truc de fou. C'est une édition qui part de Paris, ce qui s'appelait exactement Paris-Sirte-le-Cap. Donc Sirte, c'est en Libye. Ils partaient de Paris, et ils traversaient en bateau évidemment la Méditerranée. Ils arrivaient à Sirte en Libye et ils descendaient plein sud, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. À l'époque, je crois que ça faisait 12 pays à traverser, donc une organisation absolument énorme, itinérante, pratiquement 3 semaines de course, pour rejoindre le Cap en Afrique du Sud, une édition très originale, ça s'était jamais fait. Sûrement une des plus marquantes, parce que tu sais, on en a parlé avec Antoine Morel, et qui en garde un souvenir extraordinaire de... Alors Antoine l'a couru. Ouais. Moi, je suis arrivé après. Ouais. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment le rallye raid, l'Afrique en général et ce type d'événement aventureux, bah ça reste une date gravée dans le marbre pour tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin sur le Dakar. 92 est une date marquante parce que ça a été un événement exceptionnel en termes en termes d'épopée, quoi. Ils ont traversé tout le continent africain du nord au sud. Ça s'est jamais refait depuis, jamais. Ce sera impossible de son moment. Ce sera impossible pour des raisons géopolitiques évidentes, mais ils avaient mis, je crois, plus de 2 ans à monter le projet, donc tout en réalisant l'édition précédente. Donc il y avait vraiment une mobilisation de toutes les équipes. Et Gilbert, à l'époque, voulait reconduire. En 92, il était toujours dans la tête, il avait toujours dans sa tête de refaire le même trip. Et puis évidemment, la fenêtre s'était ouverte qu'une seule fois parce qu'il y avait déjà eu de nouvelles tensions, des nouveaux problèmes dans des pays africains qui faisaient en sorte que c'était pas possible. Mais en début d'année 92, les équipes de reconnaissance partent et commencent à refaire un repérage, une reconnaissance globale du parcours pour réaliser une nouvelle édition de ce Paris-Le Cap. Et puis ça ne marchera pas. Et donc en septembre, ils l'ont découvert dans l'été. Moi, je suis arrivé en août 92 dans l'équipe. Et en septembre, ils sont obligés de revoir leur fusil, changer leur fusil d'épaule parce que ça ne marche plus. Techniquement, c'est plus possible avec les pays qui étaient envisagés. Donc, ils vont revenir à un schéma plus simple, entre guillemets. C'est partir de Paris, descendre jusqu'à Sète, prendre un bateau, aller jusqu'à Tanger au Maroc. Et là, pour la première fois, emmener le Dakar au Maroc. C'était la première édition, 93. Et puis, bifurquer pour aller en Algérie, descendre l'Algérie, entre guillemets, jusqu'au sud, jusqu'à Tamanrasset, où il y avait une journée de repos, et ensuite rentrer en Mauritanie. Et puis ensuite, le Mali et... Mauritanie et Sénégal. Donc ça, c'était mon premier Dakar. C'est le Dakar 93. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré ? C'était le défi logistique ? Alors, c'était tout à la fois. Il y avait cette notion de découvrir ces pays qui, moi, me faisait rêver particulièrement. Le Sahara, évidemment. Là, on parlait de descendre dans le sud algérien. Pour tous ceux qui aiment le désert, le sud algérien, le grand sud algérien, c'est absolument magique. De rentrer en Mauritanie par une petite fenêtre frontalière qui se trouve dans la région, en dessous de la région de Tindouf, pour ceux qui connaissent, bref, et descendre le désert mauritanien. Donc c'était beaucoup de sable. C'était un désert. On l'avait appelé la route des forts parce qu'on utilisait beaucoup de bivouacs qui étaient des anciens forts de l'époque des colonies où il y avait des petites pistes d'aviation encore sommaires qui restaient, qui nous permettaient justement de poser des petits avions pour réaliser ces étapes. Parce qu'à l'époque, l'assistance se faisait par avion. Alors, l'organisation, à l'époque, pendant de nombreuses années, en tout cas pendant les années africaines, l'organisation était transportée en avion. Voilà, on avait
selon les éditions, entre 15 et une vingtaine d'avions qu'on affrétait un peu dans le monde entier. Donc on avait des C-130. Les C-130, c'est ces gros avions militaires qui transportaient du matériel et des équipes. On avait des avions russes. Bref, c'était une armada d'avions qu'il fallait gérer, dont il fallait s'occuper tous les jours. Ça décollait tous les jours, ça se reposait, ça réinstallait le bivouac pour accueillir les concurrents qui, eux, évidemment, faisaient la route par la piste et les assistances par, généralement, la piste aussi, à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas forcément de route sur cet itinéraire. Donc, il y avait la notion de découverte des pays, de cette logistique itinérante qui est très complexe, parce que faut bien comprendre que la particularité du Dakar, c'est un événement qui se déplace tous les jours et qui fait un bond de 600 km. Et quelque part, nous, à cette époque-là, on emmenait tout avec nous. C'est-à-dire, il y avait du carburant acheminé, de la nourriture acheminées, des transmissions acheminées, des équipes médicales, évidemment, acheminées pour pouvoir secourir, assister médicalement les concurrents. Donc c'était une logistique presque militaire qui était déployée. Alors moi, c'était 3000 personnes qui se déplaçaient. Alors à l'époque, on était moins nombreux. On était à l'époque, on devait être, en tout cas sur cette édition-là, on devait être moins de 2000. Mais le Dakar est monté en chiffres par la suite. En fait, c'était une édition 93. Elle était, on n'était pas très nombreux en termes de participation. Je crois que c'est le plus faible des rallyes en termes de participation dans l'histoire du Dakar. On était vraiment dans un creux de la vague. Okay. Pour plein de raisons. Il y avait eu des modifications sur le sponsoring du tabac. À l'époque, c'était devenu interdit. Faut se souvenir que pendant les années qui précédaient, Rothman était partenaire de l'épreuve. Aujourd'hui, ça nous paraît insensé, mais c'est la loi E20 qui est passée entre-temps. Voilà. Mais il y avait des voitures aux couleurs de Rothman, il y avait des voitures aux couleurs de Camel, il y avait des voitures gauloises, exactement. Et je crois que Hubert, qui gagne Paris-Le Cap, a gagné avec Hubert Auriol, Hubert Auriol, bien sûr, a gagné en voiture pour la première fois le Paris-Le Cap sur une Mitsubishi qui était aux couleurs de Rothman. Je regarderai, je sais plus. Mais voilà. Donc effectivement, donc le tabac, entre guillemets, l'industrie du tabac se retire. Donc, perte de financement pour beaucoup d'écuries, de teams, etc., etc. Et puis, je crois qu'il y avait aussi une petite fatigue des concurrents. Il y avait sans doute peut-être moins d'intérêt pour la compétition sur cette année 93, alors que le Dakar 92 avait été très, très, très fort en termes de participation. C'est justement parce qu'il avait peut-être été trop fort, le 92, trop exceptionnel, qu'il y a eu une déception peut-être. Alors déception peut-être pas, mais c'est surtout que faire le Dakar coûte de l'argent. Donc ceux qui avaient eu les moyens de se payer le 92 avaient peut-être plus les moyens de se payer le 93. Ça, c'est fortement possible parce que ça coûtait déjà beaucoup d'argent de venir sur l'épreuve. C'est encore plus le cas maintenant. C'est encore plus le cas maintenant parce que dans les frais d'inscription, vous deviez ajouter à ça des frais pour le carburant, etc., un certain nombre de frais retour. Donc 93, c'est ma première édition et à l'époque, moi, je commence tout en bas de l'organisation puisque j'étais assistant employé logistique et donc je passais ma nuit à ravitailler des colonnes de véhicules avec des petites pompes Japi ou avec des tuyaux d'arrosage dans lesquels on faisait siphonner des aides qui étaient avec nous. Donc Justement, donc là tu as 30 ans et tu me disais que sur ces ravitaillements, tu étais souvent moins bien équipé que les gros teams privés. Ah ben là on n'avait rien. Là, c'était l'aventure totale. Il y avait des ravitaillements qu'on organisait donc au profit des concurrents qui arrivaient très tard. Donc, ça veut dire que quand ils arrivaient tard, il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, nous, on n'avait pas beaucoup d'équipement. On n'avait pas de groupe avec d'éclairage, etc. Donc, tout se faisait à la lumière des phares, dans la poussière. On avait des montagnes de fûts d'essence et de gasoil qui étaient empilés les uns sur les autres. Et on avait, dans l'organisation à l'époque, très peu de moyens de ravitaillement dignes de ce nom. Donc c'était soit la Japi, la Japi c'est une petite pompe à main qui envoie 3 litres à chaque fois. C'est des réservoirs de combien ? C'est des fûts de 200 litres, donc il faut pomper un certain nombre de fois. Et une voiture, c'est un fût. Un camion, c'est 4-5 fûts. Donc ça fait pas mal ça muscle de faire ça. Et puis sinon, il y avait une autre technique qui consistait à siphonner les fûts qui étaient sur la partie supérieure du tas de fûts pour balancer le carburant dans les voitures. Donc on était repeint de gasoil ou d'essence. Et tout ça, pas forcément dans le calme, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'agitation. Bref, c'était assez
assez folklore. Hein. Et puis il y avait un peu une certaine pression parce que le lendemain, il fallait que les véhicules repartent. Alors, fallait que ça reparte, oui. Donc, évidemment, on dormait pas de la nuit, mais ça, c'était pas le plus grave. Mais c'est surtout que on allait se coucher couvert de gasoil. Il n'y avait pas de douche, évidemment, et on avalait un café. Et après, on se faisait transporter sur des petits appareils. Hein. C'était des Twin Otter. Des Twin Otter, c'est des bimoteurs à hélice qui transportaient les équipes d'organisation d'un site à l'autre, parce que tous les sites ne pouvaient pas accueillir les gros avions. Donc sur cette partie 93, il y avait 2 étapes marathon. Il y en avait une à Chenachen dans le sud de l'Algérie et une autre de mémoire à Emriti. Et donc pendant 4 jours, en fait, on était en petite équipe réduite, hein. On était entre 25 et 30 bonhommes de l'orga pour assister les gens de l'organisation, tout en s'occupant aussi et s'afférant d'autres choses, parce que évidemment il y avait des problèmes qui venaient se rajouter à ceux du ravitaillement, des problèmes de casse sur des véhicules, des problèmes d'intendance pour la bouffe, des blessés à évacuer par avion, par exemple, pour ceux qui s'étaient fait mal. Donc ça nécessitait beaucoup d'énergie pour faire face à ces étapes qui moi, m'ont marqué, parce que c'était les premières que je réalisais sur le Dakar. Et donc je découvrais l'épreuve, et j'ai pas été déçu. J'ai été servi en jeu, comme on dit, puisque j'ai découvert tout ce que j'aimais. Et puis ça a été aussi la première fois que j'arrivais à Dakar, Dakar-Sénégal, avec cette ambiance de l'Afrique, qui est très particulière à Dakar, une ville absolument incroyable, un autre port, on va dire, et toujours pareil, avec un accueil sur les rives du lac Rose. Et puis le plaisir de voir les concurrents célébrer leur fin de rallye. Donc ça a été une édition effectivement très 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 marquante pour moi. Et l'équipe de Gilbert n'est pas restée après ce Dakar-là. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. Il faut savoir que Amaury Sport Organisation à l'époque venait de racheter Thierry Sabine Organisation à Gilbert Sabine. Et donc ils ont mis leurs pattes. ASO a mis sa patte. C'était les premiers événements qu'Amaury Sport rachetait à l'époque. Et donc et ASO commençait, ça venait de se créer en 92, donc ASO commençait à se structurer. Et c'est là où on a vu l'arrivée de notre premier président d'Amaury Sport, qui était Jean-Claude Killy, à qui je rends hommage, parce que c'était un sacré bonhomme, un sacré président, qui nous a beaucoup accompagnés sur le Dakar, qui a été très présent, qui venait régulièrement sur l'épreuve, et dans les années où il a été là. Et puis moi je suis resté dans les équipes d'organisation d'Amaury Sport, nouvelle version, avec des gens qui venaient principalement des Jeux Olympiques d'Albertville. Il faut savoir qu'à l'époque, 92, dont Killy était à l'époque le président. Et quand il a repris la direction d'Amaury Sport Organisation, il est venu avec les gens qui avaient travaillé avec lui, en tout cas certains qui avaient travaillé avec lui, des Jeux, et des gens qui étaient des pointures en termes d'organisation, des gens extrêmement remarquables, et qui ont beaucoup structuré cette jeune société Amaury Sport pour lui donner à la fois plus d'efficacité, plus d'organisation, parce que sans enlever le mérite à Gilbert et ses équipes, on était à l'époque dans une dimension d'organisation plus familiale et peut-être plus artisanale que ce qui a été fait ensuite par la suite, où on a beaucoup structuré l'organisation avec des gens dédiés par métier pour s'occuper de l'épreuve. On a structuré l'organisation marketing, structuré l'organisation média, structurer l'organisation logistique avec une personne qui a été pour moi un mentor à l'époque, c'était Jean-Paul Pierrat, qui était une des personnes qui avait rejoint l'équipe de Killy pour les Jeux, et avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur le Dakar, et qui m'a beaucoup appris, et dont j'ai hérité beaucoup de qualités, sans doute aussi certains défauts, mais voilà. Et donc il m'a transmis pas mal de choses, et avec lui on a fait équipe. Donc lui était patron de la logistique du Dakar. Et c'est avec lui qu'on a organisé beaucoup de rallyes pendant plusieurs éditions, en tout cas pour la période africaine. Justement, tu faisais allusion tout à l'heure, c'est aussi des grands hommes que tu as rencontrés. Je pense à Stéphane Peter Hansel, à Hubert Auriol, tu en parlais aussi de Gilbert. Est-ce que tu n'as pas, d'une certaine manière, aussi été fasciné par ces gens qui mettaient tout dans leur passion, dans leur soif d'aventure ? Le Dakar, c'est évidemment, pour moi, lié à tout ce que j'ai vécu à travers le monde que j'ai sillonné, en Afrique ou en Amérique du Sud après, mais ça a été
principalement aussi des rencontres humaines absolument incroyables avec des gens dont là je viens déjà d'en citer quelques-uns, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Tous les gens que j'ai envie de citer pourraient pas tenir dans un TGV parce qu'ils sont extrêmement nombreux, les gens qui m'ont marqué, qui m'ont impressionné, qui m'ont transmis des choses, avec qui j'ai partagé des moments soit merveilleux, soit parfois malheureusement douloureux, mais c'est vrai que cette épreuve, le Dakar, aimante au sens aimanté, aimante des gens un peu de tout horizon, mais qui ont comme dénominateur commun d'aimer l'aventure, d'aimer aimer faire face à l'imprévu, aimer faire face à l'incertitude, aimer trouver des solutions, qui venaient chercher aussi une vraie fraternité, une vraie solidarité, qui est pas qu'une image. Je veux dire, il y a cette notion d'entraide sur le Dakar qui est très forte, parce que quand on est en milieu hostile, comme en termes de géographie, comme le désert, vous laissez pas les gens dans la panade et vous les aidez, vous les assistez, vous les accompagnez, et même si vous êtes bien classé au classement auto ou moto, vous vous arrêtez s'il y a un problème. Et il n'y a pas beaucoup de compétitions où on s'arrête, même quand on est leader. Au classement général, par exemple, pour aider quelqu'un qui va pas bien. Parce qu'il peut aussi y avoir très rapidement un enjeu de vie ou de mort pour une personne. Oui. D'abord, effectivement. Et puis, je rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé, moi, sur le Dakar, dans les années 93 et plus après, toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui extrêmement facilement, de géolocalisation, de satellites, de communication satellite, de tracking, etc., ça n'existait pas. Donc, les communications se faisaient en VHF quand ça marchait. Il y avait des très grosses satellites qui pesaient 40 kilos et qu'il fallait déployer, et ça marchait pas toujours. Bref, il y avait et donc voilà, on était quand vous traversiez des grandes parties désertiques sur du Sahara, que ce soit en Mauritanie, en Algérie ou au Mali, vous partez sur une étape qui fait 450 km, 500 km, c'est quand même la distance de Paris-Lyon, faut l'imaginer. Au milieu des dunes, du sable, des montagnes, des cailloux, des rochers. Et donc, si vous avez un pépin, tout simple en fait, sans parler d'accident, vous pouvez casser. Et si vous cassez, il se passe quoi? Il faut qu'on vous trouve, il faut que quelqu'un vous dépasse ou vous voit. Donc, il y avait cette notion effectivement de penser aux autres, cette notion d'être attentif à ce qui peut se passer sur la piste pour secourir ceux qui en auraient besoin. Pour illustrer ça, je crois que tu m'as raconté une anecdote qui était sur l'édition 94, une personne en quad qui chute et qui se pète les deux épaules, je crois. Oui. Alors ça, c'était une édition très particulière, puisque c'était à l'époque Jean-Claude Morlet, dit Fenouil, qui a été le boss du Dakar sur l'édition 94, et il avait inventé un truc de fou aussi. Il y a eu beaucoup de fous à la tête du Dakar qui organisaient des trucs incroyables. Tu te comptes dedans? Oui, je me compte dedans, bien sûr. Je revendique d'ailleurs cette espèce de folie d'organisateur. Il avait eu l'idée de partir de Paris, de descendre à Dakar, de toucher Dakar en faisant la journée de repos et de remonter ensuite sur Paris. Donc ça s'appelait Paris-Dakar-Paris. Et c'était une édition très tendue, puisqu'il fallait en presque 8 jours descendre sur Dakar et remonter de la même manière. Et sur cette édition, on avait au retour eu l'information par un concurrent. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone satellite tel qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas à disposition des concurrents, qui nous avait signalé qu'il avait fait route avec un de ses collègues quadeurs, et que celui-ci s'était blessé, il s'était pris le quad sur lui, il avait les deux épaules cassées. Et donc, il avait été obligé de le laisser dans le désert, avec de l'eau, évidemment, sous une petite tente abri, près de son quad, pour aller chercher des secours. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à nous joindre, il y avait eu un problème de balise, bref, je ne sais plus quoi, mais toujours est-il il avait laissé son compagnon et avait réussi à rejoindre un endroit où il y avait du téléphone, avait réussi à joindre l'organisation, et donc on monte une mission de secours pour secourir ce quadeur. C'était dans la région de Nouadhibou, dans la région des dunes qui sont Nouadhibou, c'est le grand port mauritanien qui est près de la frontière marocaine. Et il y a toute une zone dunaire qui est collée à l'Atlantique, et le type était tout seul, sous sa tente, les deux épaules pétées, sans pouvoir bouger, depuis vraisemblablement 3 jours et 2 nuits. Le temps que l'autre arrive à nous prévenir. Donc on monte une expédition avec un
un petit avion, un Skyvan. Un Skyvan, c'est des petits bimoteurs aussi à hélice avec des pneus basse pression. Alors, il y avait 2 médecins, il y avait un pilote, un copilote, il y avait ma pomme pour représenter l'organisation, et puis il y avait un technicien radio qui venait avec son matériel de transmission, parce qu'encore une fois, les transmissions à l'époque, c'était comme ça. Il fallait un opérateur radio pour assurer la liaison. Ça paraît fou pour un jeune de ma génération, mais oui. Oui, c'est clair que maintenant c'est beaucoup plus simple avec les satellites, on géolocalise, etc. Donc on avait quand même évidemment la position du bonhomme, et donc on a fait un survol et ce jour-là on pouvait pas aller le chercher en hélico, parce que quand on a eu l'information, les hélicos ne pouvaient pas accéder à ce point-là, on pouvait y aller qu'en avion, donc on s'est déplacé en avion. On a survolé la zone, on a repéré la petite tente qui était vraiment un petit confetti posé au milieu des dunes, et le pilote, qui était un Danois, a décidé qu'on pouvait se poser, puisque c'est des avions qui ont la particularité de se poser sur tous les types de pistes, de brousse, sur des champs, sur des plages, bref, sur du désert. À la seule condition, c'est qu'il faut qu'il ait suffisamment de distance devant lui et que ça soit plat pour se poser. C'est des pneus haute pression, donc ça roule très large, voilà. Et donc, en fait, on commence à se poser, l'avion se pose plutôt pas mal, il roule, donc on se dit, ça y est, ça c'est bien lancé, et en fait, sur la fin de l'atterrissage, l'avion s'enfonce dans le sol en pétant sa roue avant, sa roulette de nez. Il efface son train, c'est ça? Et il efface son train, voilà, c'est l'expression consacrée. Mais en effaçant le train, il plante aussi les 2 hélices dans le sol, et donc l'avion se retrouve cabré sur le nez, planté dans le désert. Et donc, évidemment, avec l'impossibilité de redécoller et de repartir. Donc là, on se retrouve comme des cons, tout notre petit équipage. Et donc là, on s'est pas démonté, on a ouvert la porte de l'avion. Et nous, on est parti chercher le pilote, qui était pas tout près. Fallait quand même marcher un peu dans le sable, sur 1,5 km, 2 km. Alors, la distance en soi, ça veut rien dire ici, 2 km. Mais 2 km dans les dunes, on transpire très vite. Il faut porter du matériel de secours, des sacs, un matelas coquille, etc. Donc, quand on est arrivé près de la tente, on était déjà chaud, quoi. Et puis là, on a vu notre bonhomme, notre quadreur, qui était pas en forme, il était mal rasé. Ça faisait 2 jours, 3 jours, donc il était dans la possibilité de bouger. Il était allongé par terre, il se nourrissait de petites rations que son pote lui avait laissées. Il était couvert de criquets, parce qu'à l'époque, il y avait des invasions de criquets pèlerins dans cette région de l'Afrique. Donc il y avait autour de sa tente et sur lui des paquets de criquets. Qui ne doit pas être très agréable. Non, c'était un peu cauchemardesque comme vision. Alors quand on est arrivé, comme il bougeait pas beaucoup, on a eu très peur. Puis en fait, on a vu qu'il bougeait ses cils et il était très ému à l'idée d'être sauvé, évidemment. Donc il a commencé à pleurer dans nos bras de soulagement de voir cette équipe de secours. Et là, on lui a annoncé qu'on était content d'être avec lui, mais qu'on pourrait pas repartir tout de suite parce qu'on avait cassé l'avion. Et là, il s'est remis à pleurer en disant qu'il avait vraiment pas de bol. Et on lui a dit, ouais, je te confirme, t'as pas de bol parce que on sera bloqués ensemble pendant un petit bout de temps. Et en fait, le bout de temps n'a pas été si long que ça, puisque le lendemain, on a eu la possibilité de se faire secourir en fin d'après-midi par des hélicos qui rejoignaient Nouadhibou. Et puis l'avion, il a été sauvé, l'assurance a envoyé des équipes. Bref, ça a pris plusieurs semaines et le pilote est resté sur place. Mais voilà, ça c'est des anecdotes du Dakar que peu de gens connaissent parce que c'était pas forcément médiatisé. En tout cas, ces moments-là. D'abord parce que le pilote n'était pas très connu. Et puis, il y avait d'autres problèmes sur la course. Donc, il y avait des actualités qu'on avait poussé d'autres. Mais des événements comme ça, il y en avait pratiquement à l'époque, alors pas aussi gênant, on n'a pas cassé des avions heureusement sur toutes les éditions du Dakar. Non, mais sur une autre édition, tu m'en as parlé, sur l'édition 97 si je me souviens bien, sur une reconnaissance. Oui, alors c'est vrai que moi ça m'est arrivé 2 fois. En 97, on avait pour mission en septembre 97 d'aller repérer des pistes dans le nord du Mali, des pistes d'avion, de brousse. Donc une piste de brousse, c'est une piste qui est matérialisée par des pneus au sol, des pneus de voiture, des pneus de camion sur 1000 mètres. Mais il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. C'est vraiment des pistes qui sont considérées comme des pistes sommaires et qui sont destinés à recevoir des petits appareils. Et là, on allait repérer justement une piste qui s'appelle Emreti, qui est au nord du Mali, où on voulait passer en janvier 98. C'était pour le Dakar 98. Donc, on va repérer cette piste avec un Beechcraft, c'est toujours un bimoteur, petit appareil. Et là, on avait des pilotes de plus gros avions. Donc, on avait un pilote de C-130 et un pilote d'Antonov qui venaient avec nous pour valider la piste qu'on allait reconnaître.
Et l'avion qu'on avait était complètement en capacité de se poser sur ce type de piste de brousse, de désert. C'est un avion qu'on avait trouvé au Niger avec un pilote super qui nous avait emmené donc à Tombouctou, et de Tombouctou on était monté à Emreti pour valider l'utilisation de cette piste dans le cadre du Dakar de janvier prochain. Et puis là on a pour la deuxième fois eu un problème avec l'avion. Parce que malheureusement, il avait plu quelques jours, ce qui est très rare dans cette région-là, quelques jours auparavant, et le sol était beaucoup moins ferme qu'on l'imaginait. Et malgré les posées de roues qu'on avait réalisées pour s'assurer de la fiabilité de la piste, il se trouve qu'en fin de roulage, à l'atterrissage, on a repété. Tu as réeffacé un train. Réeffacé. Mais je précise qu'à chaque fois, c'est pas moi qui pilotais. J'étais chef de mission, mais pas pilote. Et là, l'histoire a été plus compliquée parce qu'on a dû attendre plusieurs jours les secours. Donc là, c'est arrivé un mardi et on est venu nous récupérer le vendredi. Alors j'avais réussi. Alors le choc avait été très brutal là à la fin de cet atterrissage. Donc on avait vraiment pété le train, mais plié les deux hélices. Donc il y avait vraiment beaucoup de travail à faire sur l'avion. Et puis là où on était, il y avait personne. C'est en plein désert. Il n'y a pas d'habitants. Il y a aucune présence d'autorité. Il y a rien. C'est vraiment collé. Quand on parle du Nord Mali, c'est tout au bout du presque à la frontière algérienne. Donc c'est vraiment très au nord. Il y avait un gros risque de terrorisme. Il y avait des débuts de tensions, oui, avec des bandes mi-trafiquants, mi-terroristes qui grenouillaient dans toute cette zone sahélienne, qui faisait beaucoup de trafic, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, du trafic de cigarettes à l'époque. Maintenant, c'est du trafic d'êtres humains ou du trafic d'armes ou du trafic de drogue, mais il y avait déjà des zones de non-droit de trafic. Et donc là, on a réussi avec cette petite station satellite, donc on était mieux équipés là, à appeler des autorités à Tombouctou qui nous ont envoyé une patrouille de l'armée mauritanienne pour venir nous secourir, qui a mis 3 jours pour nous rejoindre quand même, donc 3 jours de désert, et qui nous a chopés en fin de semaine. Pendant ces 3 jours, là on a été clairement en condition de survie, puisque là on était sans rien. Donc on avait sur ce site d'Emreti, il y avait un puits d'eau saunâtre, donc on purifiait l'eau pour boire pendant les 3 jours. Et dans ces avions-là, les avions qui travaillent au-dessus des zones sahéliennes, vous avez toujours un kit de survie dans l'avion avec des rations de survie, espèce de gâteau en fait, comme des BN. Et si tu manges 2 BN par jour, t'as plus faim quoi. Donc c'est pas bon, mais ça cale. Et donc voilà. Donc on mangeait nos BN. Donc c'est de la nourriture un peu déshydratée qui oui, concentrée, c'est ça? Oui, c'est très concentré. C'est des espèces de pains des pains de guerre, qu'on décachette et puis on bouffe ça et ça a aucun intérêt gustatif, mais au moins on n'a plus de sensation de faim. Et puis, alors on pète pas la forme non plus parce que c'est pas très riche tout ça, mais puis t'allais pas courir un 10 km non plus. Non, on restait près de notre avion, donc on a dormi parce que Emreti, c'est un ancien site pénitentiaire malien qui était désaffecté, donc c'était des baraquements pourris qui étaient à moitié délabrés, complètement délabrés. Et les prisonniers, la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de cellules, parce que là-bas, on s'échappe pas. C'est une espèce d'Alcatraz, mais au milieu du désert, quoi. Donc, on met pas les gens en cellules, parce que de toute façon, ils peuvent pas aller nulle part. Tu sortiras plus jamais, quoi. Voilà. Donc, et ils envoyaient les prisonniers politiques à l'époque. Enfin, à l'époque, avant que ça soit en ruine, on va dire. Et puis donc là, on nous a récupérés le vendredi pour nous ramener à Tombouctou. Donc là, on a été pris en charge par une escorte militaire malienne. Donc le contexte, c'était quand même 22 bonhommes sur 3 pick-up, quoi, avec des chèvres qu'on allait manger, des bidons de gasoil. Vous avez ramené des chèvres pour vous nourrir sur le trajet, c'est ça? Oui, puis on a même mangé les chèvres. Ouais. Donc au début, c'est pour le lait, et puis au retour, c'est pour la viande. Donc dans une ambiance très folklore. Donc là, on a roulé jour et nuit, et dans la nuit du samedi au dimanche, on est revenu à Tombouctou complètement sec, quoi, vidé, évidemment. Mais avec encore une fois, alors on a pu récupérer l'avion plus tard. Bref, il s'est passé pas mal de choses et on a sauvé l'appareil. Et le Dakar est bien revenu en janvier qu'a suivi. Il est revenu sur cette fameuse piste. Alors les appareils qu'on imaginait utiliser ne sont pas venus, c'est-à-dire les gros sont pas venus. On a utilisé que des petits.
Mais on a fait une étape marathon à Emretti en janvier 98. Hubert y tenait beaucoup et donc une étape qui a été très compliquée parce que sur cette étape de janvier 98 à Emretti, il faut savoir qu'il y a un camion qui s'était fait racketter par des bandits qui étaient venus de cette zone sahélienne, hein, qui étaient venus d'Algérie, qui avaient pris le camion quand même. Donc, il y a eu des tirs aussi, je crois. Il y a eu des tirs, oui, il y avait eu des tirs dans la nuit. Alors, il n'y avait pas eu de blessés, hein, il n'y avait pas eu de problème. Mais effectivement, ça avait été très tendu, cette étape 98 Emretti. Donc, c'était un peu au même endroit, et finalement, ce que vous avez vécu, oui. Ils l'ont vécu, enfin, ils ont pas vécu la même chose, mais ils ont vécu un événement assez dur aussi, les concurrents. Oui, parce que en fait, il y avait des bandes qui... faut savoir que le Dakar, ça part très tôt le matin, ça arrive tard, donc à la nuit, et dans ces grandes zones de dunes, il y avait des gens mal intentionnés qui étaient en capacité de se planquer, d'attendre les concurrents, ils les arrêtaient avec leurs phares, et puis ils les faisaient descendre. C'est arrivé d'autres fois, hein, toujours en Mauritanie, près de Tichit, dans la région de Tichit, qui est un endroit absolument génial, mais où il y avait, ça c'était plus tard, où il y avait déjà des bandes, et donc il y avait, là, c'était une trentaine de concurrents qui s'étaient fait arrêter dans la nuit, qui rejoignaient au phare le bivouac, hein. Ils se faisaient arrêter, et puis les types leur piquaient leur montre, leur portefeuille, et voilà, c'était chaud, hein. Et donc, quand ils voyaient une bagnole qui leur plaisait bien, mais en général, les voitures, ils prenaient vraiment pas les voitures de course, hein, ils prenaient les Toyota, bons Toyota de base. Qui soient pratiques, quoi. Oui, parce que la voiture de course, je pense qu'ils n'étaient pas capables de les conduire, et puis voilà. Mais donc, oui, il y a eu, dans ces années africaines, hein, qui ont été, donc, pour ma part, en termes de vécu, de 93 à 2007 inclus, il y a eu encore une fois beaucoup de multiples anecdotes qui se sont cumulées avec ces éditions. Bon, on va l'expliquer. Pourquoi le chapitre africain s'arrête en 2007 ? Alors le chapitre africain, il s'est arrêté parce que, comme on l'évoquait tout de suite, toute cette région d'Afrique, hein, qui est très connue aujourd'hui de tout le monde parce que malheureusement il y a une actualité terrible, mais à l'époque l'Algérie, alors le Maroc faisait exception, hein. Le Maroc a toujours été, en tout cas pour les organisateurs, très tranquille. Ça a toujours été un territoire safe. Par contre, sur le sud algérien, le Mali, la Mauritanie, le Niger, là, il y avait, dans ces années 2000, il y avait des premières menaces réelles d'Al-Qaïda, avec des premiers attentats, du racket, des enlèvements, des choses comme ça. Et ça s'est renforcé au fil des ans. En 2000, on organise une édition qui s'appelle, toujours avec Hubert, hein, qui s'appelle Dakar-Le Caire. Donc ça, c'était une belle balade, ça aussi, bien tordue. C'est-à-dire, on partait de Dakar. Donc l'ensemble de la caravane partait de France pour nous rejoindre à Dakar, par bateau. Et puis à Dakar, on donnait le départ. Et on allait plein Est pour traverser l'Afrique. Donc on faisait Sénégal, Mali, Burkina Faso à l'époque, Niger, remonter sur la Libye pour finir au pied des pyramides au Caire. Donc c'est un truc de fou. Là, on traversait donc d'ouest en est. Et en 2000, on est clairement averti par les autorités françaises et les services français qu'il y a une menace sur le Dakar. Une vraie menace de gens qui mal intentionnés, donc là c'était une menace terroriste avérée, qui nous attend dans la partie du Niger qu'on allait traverser. Et donc là, nous on était à l'époque au Burkina Faso, quand on a l'information, qui était déjà une rumeur, mais qui s'est confirmée. Et donc, on se retrouve bloqué à Niamey pour la journée de repos. Niamey, c'est la capitale du Niger. Et là, on a eu 2 jours pour trouver une solution, parce qu'on ne pouvait pas faire marche arrière et revenir à Dakar, pour des raisons assez évidentes, à la fois de ravitaillement, parce que nos ravitaillements, ils étaient devant nous, les ravitaillements d'essence, les ravitaillements, tous les pré-ravitaillements qui sont installés, ils sont en avant, ils ne sont pas derrière. Et revenir derrière, c'était compliqué pour d'autres raisons, des raisons de convoi, de traversée de village, etc. Donc on fait le choix très rapidement d'organiser un pont aérien entre Niamey au Niger et des bases militaires du sud de la Libye pour transporter par avion l'intégralité de la caravane du Dakar. Donc là, on affrète 3 énormes avions qui sont des Antonov 124. C'est les plus gros porteurs, à l'époque, les plus gros porteurs au monde. Donc des avions russes ? Des avions russes.
effectivement. Et on va réaliser 22 rotations de ces avions-là. Donc il y en avait 3 qui vont jour et nuit aller chercher les véhicules au Niger, les remonter en Libye, les décharger, les redescendre à vide et remonter. Donc une folie logistique, quoi. Folie logistique qui a été à l'époque un vrai défi parce qu'il fallait ensuite rester dans le timing de ce Dakar. Alors on savait qu'on coupait des jours de course, mais pour espérer au moins sauver la dernière semaine de course, ce qu'on a fait. Donc on a pu reprendre la compétition après avoir pendant 3 jours acheminé l'intégralité des matériels, des personnels, des véhicules et des hélicos qui ont été démontés et transportés dans les avions pour monter au nord. Donc il y avait eu de mémoire 21 rotations pour emmener les camions, les voitures, les motos. Alors les motos c'était facile, hein. Dans un Antonov on mettait toutes les motos, ça c'est des hangars, hein. C'est des hangars volants, donc ça c'était simple. Les camions c'était beaucoup plus compliqué à cause du poids, parce que il y avait une limite de poids de chargement. Il y avait une limite de poids, effectivement. Donc on utilisait les rotations de la nuit. La nuit, il fait moins chaud, donc on peut mettre plus de poids dans les avions pour mettre nos camions. Et on essayait de panacher 3 camions et 15 voitures, etc., etc. Donc ça fait quand même beaucoup de camions et beaucoup d'avions, nécessaires à ce déménagement, qui nous a permis quand même de reprendre le départ au Libye. Donc là, à l'époque, c'est toujours Hubert qui est directeur du Dakar. Hubert Auriol, encore une fois. Hubert Auriol, oui, bien sûr. D'ailleurs, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Il y a quelques temps, oui. Et donc là, on remonte jusqu'au Caire et on fait notre podium au pied des pyramides. Et cette année-là, je crois que c'est Jean-Louis Schlesser qui gagne au pied des pyramides. Voilà. Jusqu'à malheureusement cette année 2008, où vous êtes obligé d'annuler le Dakar, justement suite à des risques terroristes beaucoup trop importants. En fait, j'ai fait l'allusion à 2000 pour montrer que les menaces devenaient de plus en plus présentes, crescendo, et en fait, les pays se sont fermés à nous. On n'était plus en capacité d'assurer le Dakar est une grosse logistique. Il y a des équipes devant, il y a des équipes derrière, il y a des précurseurs. En fait, on est étalé sur plusieurs milliers de kilomètres, hein, quand on parle des gens de l'organisation. Hein. Donc, c'est comme un gigantesque cirque qui se déplacerait. Oui, voilà. Il y a toute la logistique qui suit par camion ou par avion, et puis les menaces étaient réelles. Hein. Il y avait des attentats dans ces pays-là, et donc le Niger s'est fermé, le Mali s'est fermé, et en 2008, en fin décembre 2007, il y a des Français qui sont assassinés dans la région de Nouakchott, donc tout près de la capitale mauritanienne, et les autorités françaises nous recommandent fortement de ne pas organiser le Dakar parce qu'encore une fois, on est attendu, et malgré les contacts qu'on a en Mauritanie extrêmement privilégiés avec les autorités mauritaniennes, qui nous assurent qu'ils vont faire le nécessaire pour assurer la sécurité, on se rend bien compte que sur les distances qu'on va couvrir, c'est quasiment impossible d'assurer la sécurité d'un convoi comme celui du Dakar. Hein. Donc en 2008, on est obligé d'annuler l'édition 2008. Il faut savoir qu'à l'époque, on partait de Lisbonne. On est parti de Lisbonne en 2006, 2007 et 2008. Et donc, on a annulé l'épreuve alors que les concurrents étaient déjà à Lisbonne, presque prêts à partir. Et là, ça a été vraiment extrêmement douloureux parce que ça a été très brutal, il n'y avait pas de solution à trouver. En 2000, on avait trouvé les solutions de notre pont aérien, etc. Mais en 2008, on sent bien que c'est fini, quoi. Et la différence, c'est qu'à ce moment-là, en 2000, tu n'étais pas directeur encore du Dakar. Alors là, j'étais le boss du Dakar. Directeur. Ouais, moi j'ai commencé à être le patron de l'épreuve en 2005, donc dans l'année 2015 pour le Dakar 2005. Et donc là, je suis directeur de l'épreuve, et effectivement, il faut, la mort dans l'âme, annoncer aux concurrents que le Dakar ne partira pas en 2008. Et ça a été un choc pour tout le monde, parce que tout le monde a bien senti que c'était contraint et forcé, qu'on était dans cette obligation d'annuler. Puis tu réduis en cendres 1 an de travail pour toi et toute ton équipe. Oui, mais pas que, parce qu'à l'époque, c'est tout un écosystème qui se casse la gueule. Il faut savoir que les teams professionnels qui courent sur le Dakar, à l'époque, les grands teams, c'est Mitsubishi et des X-Red déjà, bien sûr, et d'autres. Et tous ces gens-là mettent des dizaines et des dizaines de millions d'euros dans la préparation des véhicules, dans le salaire des pilotes, dans les teams professionnels ou les préparateurs, comme ceux que vous connaissez, qu'on connaît,
Exactement, tous ces gens-là, ils vivent dans la perspective du Dakar qu'ils vont réaliser en janvier prochain, qui finance une très grande partie de leur activité de préparateur, etc. Donc tout s'effondre. Nous, évidemment, il n'y a pas d'épreuve, donc on rend l'argent des concurrents, hein, évidemment, pour ceux qui le souhaitaient, et surtout, les charges du Dakar, elles sont plein pot, puisque quand on est à 2 jours, à 3 jours de l'épreuve, comme c'était le cas dans ce scénario-là, on a assumé toutes les charges, tout est payé, réservé, etc. etc. Donc la colonne des dépenses est au maximum et la colonne des recettes est à 0. Donc là, c'est un gros pavé, un gros pain, on va dire, même si on a des assurances à l'époque qui ont joué leur rôle d'absorbeur choc parce qu'on avait la précaution d'assurer le Dakar en annulation. Mais les assureurs, ils sont prêts à vous aider à prendre en compte un risque, mais ils payent jamais tout. Ça n'existe pas, ça. Donc on a fait face à une situation exceptionnelle. Et là, l'enjeu pour nous, en janvier 2008, une fois que cette annulation est faite, c'est trouver de nouveaux territoires pour organiser le Dakar. Et là, très très vite, d'une manière assez géniale, rétrospectivement, on a monté en quelques semaines seulement, on a annulé le Dakar le 3 janvier 2008, c'est là où on l'a annoncé aux concurrents, et on a annoncé l'édition 2009, la première en Amérique du Sud, le 12 février, je crois, de 2008. Donc presque un peu plus d'un mois après, on était en capacité de proposer une nouvelle histoire. Et c'est là où on a commencé à écrire le chapitre 2 de l'histoire du Dakar en termes de territoire, puisqu'après avoir sillonné l'Afrique de 79 à 2007 inclus, là on allait partir pour une nouvelle aventure sud-américaine qu'on a construit avec toute une équipe qui était avec moi, parce que... Donc tu en as eu l'idée avec toute ton équipe ? Alors moi, j'insiste toujours sur le Dakar, que ce soit Hubert et tous ceux qui l'ont précédé, et moi-même, le Dakar, ça n'a jamais été l'œuvre d'un seul homme. Ça a toujours été le travail d'une équipe autour d'un leader, parce qu'il y a quelqu'un qui dirige l'épreuve, qui la manage et qui la représente. Mais c'est surtout la qualité des gens qui étaient autour de moi à l'époque, qui ont été en capacité de trouver des idées, de trouver des scénarios alternatifs pour proposer quelque chose, et quelque chose qui soit pas one shot, quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée, pour stabiliser les revenus du Dakar, mais les revenus de tout le monde, et puis faire en sorte que cette épreuve ait un second souffle, on va dire. Donc oui, autour de moi, j'avais des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui ont énormément travaillé, on a énormément voyagé, et on a pu proposer le premier Dakar sud-américain donc en 2009, qui était sur 2 pays. Il partait de Buenos Aires pour revenir à Buenos Aires. Et là, l'enjeu pour nous, c'était... est-ce que ça va prendre, quoi? Lui donner une légitimité, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va trouver les territoires qu'il nous faut? Est-ce qu'on va trouver le soutien des pays qu'il nous faut? Est-ce qu'on va trouver du public? Est-ce qu'on va peut-être trouver des concurrents là-bas, etc. C'était un peu la certitude, même si on avait déjà pris des contacts sur place qui nous disaient, mais vous vous rendez pas compte l'impact que va avoir l'épreuve en arrivant en Amérique du Sud. Parce que il faut quand même savoir que culturellement, en Argentine, au Chili, il y a une vraie culture de sport mécanique, une vraie passion. Il y a des chaînes dédiées, bien avant nos chaînes à nous, ça existait déjà là-bas, les chaînes dédiées au sport mécanique, qui sont fanades de tout ce qui roule, particulièrement en auto en Argentine. Et donc, que ce soit l'activité de rallye, de circuit et de rallye raid. Donc, il y a une vraie passion. Il y a une vraie passion pour les sports mécaniques, les véhicules en général. Et donc, l'incertitude, c'était savoir si cette édition 2009 allait marcher, allait fonctionner. Et là, on organise le départ 2009 en plein cœur de Buenos Aires, auprès de l'Obélisque, qui est sur la fameuse Avenida de Julio. Et là, c'est l'incertitude, la veille de ce grand départ. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a le changement de nom. C'est plus Paris-Dakar, mais c'est le Dakar, c'est ça? En fait, ça s'était déjà fait avant, sous l'impulsion d'Hubert Auriol. Pendant des années, le Dakar s'est appelé le Paris-Dakar, et c'était un peu... D'ailleurs, pour beaucoup de gens, il reste appelé comme ça. Et puis Hubert a le premier l'idée de délocaliser le Dakar avec des départs ailleurs. Donc on est parti de Grenade, je crois que c'était en 95. Non, ça devait être...
ça devait être, je sais plus. Bref, on part de Grenade, donc Grenade sud de l'Espagne, et ensuite on est parti de Barcelone, et après on est parti de Lisbonne. Et donc le Dakar est devenu l'appellation générique, quel que soit le départ de l'épreuve. D'où le fait que vous ne l'avez pas changé quand vous êtes parti en Amérique du Sud. Voilà. Et donc, les gens nous disent, mais pourquoi vous continuez à l'appeler le Dakar? Ça n'a pas de sens. Dakar, c'est en Afrique. Vous n'allez pas à Dakar, vous partez pas de Dakar. Enfin bref. Mais on leur a expliqué que le Dakar, en fait, c'était, et ça a bien changé cette notion d'appellation. Les gens ont intégré que le Dakar, en fait, c'était l'image de l'épreuve et que c'était un peu son ADN. L'ADN du Dakar, c'est l'aventure, quels que soient les territoires, quels que soient les endroits où on va. Et on a réussi à transformer l'essai, à garder l'appellation Dakar, ce qui était très fort pour la marque, parce que la marque est extrêmement puissante. Hein. La marque du Dakar, c'est deux villes, c'est devenu une marque. C'est devenu oui, c'est plus... En fait, le rallye ne portait plus le nom d'une ville départ et d'une ville arrivée. C'était le Dakar. Maintenant, d'ailleurs, la preuve en est, il se déroule maintenant en Arabie Saoudite. Personne ne remet en cause le fait que le Dakar se déroule en Arabie Saoudite, alors que à l'époque de l'Amérique du Sud, il était déjà question pourquoi vous continuez à lui garder ce nom-là. Et nous, on a dit, mais le Dakar, c'est le concept de la compétition, de l'épreuve, où on a des motos, des autos, des camions, où on a des amateurs, des professionnels, où on a un ou plusieurs pays à traverser sur 15 jours, une course d'endurance, une course extrême d'endurance, de sport mécanique, de rallye raid. Et c'est ça, son ADN. C'est la course extrême de sport mécanique. Donc, quel que soit l'endroit où on la déroule, on la garde avec cette appellation Dakar, et qui est aussi, pour ceux qui ont connu le Dakar africain, un clin d'œil et plus que ça à son histoire, à ses origines. Et moi, je disais souvent pendant très, très nombreuses années que le Dakar avait son port d'attache, comme les ports d'attache des bateaux, qui ont toujours un port d'attache de référence. Et ben, le Dakar, il a son port d'attache à Dakar, Sénégal, et c'était apprécié par des représentants sénégalais de savoir que l'épreuve continue à garder son nom. C'était aussi honorifique pour eux de savoir qu'on ne les avait pas oubliés. C'était évidemment une marque commerciale, mais pas que, et qui avait toujours cet attachement à ses origines. Voilà. Donc le Dakar a continué à s'appeler Dakar jusqu'à maintenant, indépendamment de son déroulement géographique. La suite sud-américaine a pris, parce que à l'image d'un exemple que tu m'avais raconté, alors je sais pas sur quelle édition c'est, mais tu m'as raconté l'histoire d'un jeune candidat, un jeune participant argentin qui aurait dû abandonner mais qui ne l'a pas fait parce qu'il était trop passionné. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote. Oui, je me souviens, mais pour compléter ce que je disais avant, parce que j'ai partiellement répondu à la question, donc on se posait la question de savoir si ça allait marcher. Et la première édition du Dakar 2009, il faut savoir que Buenos Aires, au petit matin, commence à se remplir. L'Avenida de Julio, c'est une des plus grandes avenues du monde. Hein. C'est plus large que les Champs-Élysées. Il faut savoir que c'est un truc très incroyable. C'est une avenue qui traverse tout Buenos Aires. Et on a compté, organisateurs et forces de l'ordre, donc on était d'accord, il y avait entre 700 et 800 000 personnes qui, ce jour-là, sont venues assister au départ du Dakar. Alors, sur l'avenue, mais aussi sur tout l'itinéraire et le défilé qui accompagnait la circulation des véhicules. Et là, ça a été la folie pendant plusieurs années en termes d'affluence du public, qui a été un truc incroyable. On a vécu des bains de foule avec le Dakar sud-américain incroyable, que ce soit à Buenos Aires, que ce soit à Lima, que ce soit à La Paz en Bolivie, ou de la même manière, quand on a fait notre journée de repos pour la première fois en Bolivie à La Paz, il y avait 600 000 personnes. La Paz, c'était jour férié à La Paz. Hein. On est arrivé, ils avaient décrété que tout était fermé pour célébrer l'arrivée du Dakar. Donc il y avait tous les gamins dans les rues et c'était une fête extrêmement populaire. Donc le Dakar, il a trouvé son public en Amérique du Sud. Il a trouvé des territoires différents. Évidemment, il n'y a pas de Sahara en Amérique du Sud. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvait pas. Mais il y avait aussi de multiples autres choses, notamment cette cordillère des Andes incroyable qu'il fallait traverser, qu'on a longé, qu'on a traversé par le haut, sur les côtés. Enfin bref, et c'est cet altiplano sud-américain incroyable. Donc on a réalisé d'autres choses en termes d'étapes. D'ailleurs, Maryse et Antoine Morel m'en ont bien parlé. Ils en gardent un souvenir assez important, je pense, de la cordillère des Andes,
parce qu'ils ont failli laisser la vie aussi, mais non, mais c'était d'autres pays, d'autres géographies, d'autres conditions climatiques aussi, très particulières. Il faut savoir qu'à l'époque du Dakar africain, le Dakar se déroule en mois de janvier, 15 premiers jours de janvier. En Afrique, en janvier, il fait nuit à 5h30 et il fait très froid. En tout cas, jusqu'à descendre jusqu'en Mauritanie. Donc, c'est des conditions d'hiver. Hein. La nuit, il fait 0, parfois, dans certaines étapes marocaines, moins de 0. Donc, en plein désert, la nuit, en janvier, il fait très froid. Et la grosse différence avec l'Amérique du Sud, c'est qu'en janvier, c'est le plein été. Et c'est des températures, à l'inverse, très, très, très élevées. Et on avait ces vraies problématiques de haute chaleur, de grande chaleur, puisqu'on avait des températures par certaines journées de 48 degrés. Donc c'était des conditions de course très, très difficiles, beaucoup plus dures pour les concurrents, en particulier en moto, mais pas que, sur la course. Hein. C'était vraiment des conditions de compétition beaucoup plus dures physiquement, hein, en termes d'épreuves, vrais changements de température très éprouvantes. Donc le Dakar, s'il se déroulait différemment, parce que plus sur les mêmes territoires, encore une fois, est resté pendant toutes ces années une épreuve extrêmement extrême en termes de... Non, t'as raison, il faut mettre du superlatif. Voilà, je souris, et voilà, donc la compétition a été pleine et entière. Et alors, l'anecdote du jeune garçon dont tu parlais... C'était le petit renard du désert, je m'en suis souvenu après. Le petit renard du désert, c'était pour... oui, on avait évoqué ça, parce que, en fait, ce qui symbolise, en particulier dans la course moto, les concurrents du Dakar, c'est leur incroyable ténacité, leur incroyable courage, leur engagement total à faire l'épreuve et à la finir. Et ça, c'était vrai, quelles que soient les éditions, parce que les gens qui s'engagent sur le Dakar, je parle pas des pros, les pros, ils sont préparés, ils sont entraînés, ils ont l'assistance des teams qui sont derrière eux, très importants, alors que les amateurs, très souvent, ils partent avec leur propre matériel, ils se débrouillent de faire la mécanique et de leur moto, et ils font leur temps de course, et donc c'est des conditions évidemment très éprouvantes pour tous les amateurs, quels qu'ils soient, hein, en moto, en quad ou en auto ou en camion. Et ces gens-là, donc ces motards en particulier, et c'est effectivement des gens qui sont très tenaces, et moi j'en ai la particularité donc de ces journées sud-américaines, c'est que j'avais le souvenir de ce garçon, que j'avais appelé le petit renard du désert, parce qu'il était tout seul avec son quad dans des dunes, dans un espèce de grand cirque de sable au milieu des montagnes de Fiambala, qui est un endroit incroyable, qui est un endroit magique, espèce de grand cratère de montagne rempli de sable, et lui il était tout seul là-dedans. On était en fin de journée, le soleil déclinait, fin d'étape. Moi je me pose avec l'hélico, et moi, pour en avoir sorti souvent des garçons dans ces conditions-là, en général, ils montent avec moi dans l'hélico parce que la machine est vraiment cassée, et elle est cassée parce qu'on s'aperçoit que la fourche est pétée. Et voilà, il y a plus, ça se discute pas là. Mais il y a certaines fois où, pour eux, c'est toujours bon, quoi. Et c'est pas cassé, elle va repartir. Donc, évidemment, on passe du temps avec lui. Et puis moi, j'essaye de le dissuader, parce que laisser un concurrent derrière, c'est jamais très agréable, parce que on a envie évidemment de lui faire confiance, mais on sait aussi que malheureusement il peut se passer d'autres choses après qu'on soit reparti, donc il faut mieux rester. Et donc là je lui dis écoute, ok, je compte sur toi pour réparer et repartir. Et donc là on n'était pas très loin, donc on avait un œil sur lui, on savait où il était, on lui a laissé de l'eau évidemment, etc. Et toujours est-il qu'il est reparti. Il est reparti, on l'a retrouvé le lendemain au départ de la spéciale sur cette course, et il est arrivé, je sais plus sur quel, je crois que c'était à Buenos Aires. Il est arrivé parce qu'il y a eu plusieurs départs et arrivées à Buenos Aires. Et il est arrivé, il était évidemment, comme souvent les concurrents du Dakar, extrêmement ému, parce que les larmes, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, les vraies larmes des concurrents sur le Dakar, sur le podium, c'est à la fois terriblement émouvant. Et t'en as connu aussi des gens que tu as rencontrés qui ont dû te faire part de cette émotion, parce qu'il y a la sensation d'un aboutissement, d'avoir vaincu l'épreuve, d'avoir été au bout. Et ça, c'est des frissons énormes en termes émotionnels, hein, dans mes rencontres de personnages, d'hommes, de pilotes et de copilotes. J'ai rencontré souvent cette émotion très forte qu'ils ressentaient. Alors pour ceux qui finissaient, mais malheureusement il y a ceux aussi qui parfois ne pouvaient pas continuer. Et donc là c'était à l'inverse une émotion de tristesse et pas de joie. Mais voilà, pour ça,
pour dire que cette épreuve, elle avait un pouvoir de marquer les gens d'une manière un peu indélébile, comme tes tatouages. Il y a ceux qui ont fait le Dakar et il y a ceux qui n'ont pas fait le Dakar, et il y a ceux qui l'ont fini et il y a ceux qui l'ont pas fini. Et tous ceux qui l'ont fait, ils ont cette espèce de tatouage au cœur du Dakar. Parce qu'ils ont vécu des émotions. Alors peut-être qu'ils l'auront fait qu'une fois. Puis après, il y a ceux qui sont piqués, qui ont ce qu'on appelle la Dakarite. C'est-à-dire, eux, ils reviennent en se défendant de revenir, en disant mais plus jamais, je reviendrai jamais. Et finalement, ils reviennent. Ils reviennent parce que c'est plus fort qu'eux, parce qu'ils veulent regoûter à toutes ces émotions, et puis à toutes ces découvertes qu'ils vont faire, et tous ces imprévus. Parce que c'est ça, encore une fois, l'incertitude, l'imprévu, qui conduit leur motivation. Ils vont devoir se débrouiller par rapport à 1000 situations qu'ils vont rencontrer en spécial, se sortir de plein de problématiques différentes, de franchissement, de navigation, et donc encore une fois, ça reste un défi ultime, quoi. Tu faisais allusion, je pense encore une fois, à Antoine, Maryse et Alan Morel notamment, Johan aussi d'ailleurs, et puis toute la famille Morel, mais eux ont vraiment goûté au Dakar de très près. D'ailleurs, c'est des bons ambassadeurs de l'esprit du Dakar. Une Dakarite aiguë pour eux. Oui, alors pour eux, ils sont piqués, ça c'est clair. Mais surtout, ce sont des excellents... d'abord, ce sont de vrais amis. Ils ont le goût de cette épreuve, mais surtout, ils en parlent bien et ils représentent bien l'esprit qui anime toute cette population de pilotes et copilotes et de préparateurs qui viennent sur le Dakar, qui sont encore une fois toute l'année... avec comme objectif de faire l'édition prochaine et de convaincre les gens de venir et d'aider ceux qui veulent venir, et donc encore une fois, ils ont un rôle crucial, les préparateurs de véhicules pour accompagner ceux qui vont faire la course, hein. C'est des gens qui sont encore une fois incroyables de passion et d'envie. Ils donnent envie à ceux qui veulent venir, quoi. Je voulais revenir juste sur un petit point. Tu parlais tout à l'heure des podiums, parce que c'est des moments d'émotion intense, que ce soit positif ou négatif, mais pour toi ça avait aussi du sens dans le sens où parfois le tracé pouvait plaire, d'autres fois il pouvait déplaire, donc tu t'es fait aussi bien encenser qu'insulter, j'imagine. Alors je me suis peut-être fait plus insulter qu'encenser rétrospectivement. Alors au podium en général ils sont contents, hein. Ouais. Donc là c'est pas là où je me faisais le plus insulter. Là où je me faisais généralement copieusement insulter, c'était quand je m'arrêtais près d'eux avec mon hélico pour aller voir ce qui se passait parce qu'ils avançaient plus, ou ça va pas, ou ils étaient paumés. Donc là généralement oui, j'avais droit. Parce que le tracé était trop difficile à leur goût. Trop difficile, pas faisable, pas réalisable. Le roadbook était de toute façon mal fait. Ce qui a dû arriver, j'imagine qu'il y avait des éditions plus difficiles que d'autres. Oui, mais en général, le roadbook est toujours mal fait pour ceux qui n'arrivent pas et mieux fait pour ceux qui arrivent. Maintenant, le roadbook, ça reste le travail d'écriture de plusieurs personnes qui noircissent du papier, avec des caps, avec des schémas, avec des distances, même si maintenant il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, mais on n'est pas à l'abri, évidemment, de coquilles, on n'est pas à l'abri aussi de Dakar, encore une fois, c'est pas du WRC, donc les gens évoluent en hors-piste, donc que tu passes à 20 mètres à gauche ou 20 mètres à droite de l'itinéraire qui est emprunté par le véhicule ouvreur, ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, le véhicule ouvreur, il n'a pas repéré le trou qui était à gauche à 20 mètres de son axe de progression. Donc évidemment, si tu vas dans le trou qui était à gauche à 20 mètres, tu vas tomber dans le trou et tu vas considérer que le roadbook était mal fait parce qu'on devait signaler le trou que lui ne pouvait pas voir. Voilà. Est-ce qu'avec le recul, quand même, il y a une édition où tu t'es dit, ouais, on a peut-être forcé un petit peu? Alors, des éditions... il y a des éditions qui ont été extrêmement sélectives, hein, qui ont été, je rappelle, le Dakar, c'est moins de 50% des gens à l'arrivée, hein, donc quand il y a 300 véhicules en course, ça en fait que 150, hein, donc les podiums d'arrivée sont souvent beaucoup plus courts que les podiums de départ, hein, et non, il y a eu des éditions extrêmement sélectives. Alors ça aussi, c'était toujours très controversé parce que quand c'était trop dur, évidemment, on se faisait critiquer parce que ça avait été trop sélectif, et à l'inverse, quand c'était trop simple ou trop facile, on était aussi très gravement critiqué. C'est pas le Dakar, c'est pas l'esprit, c'est trop facile, c'est trop roulant. Ça aussi, je l'ai entendu très 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 souvent. Donc en fait, c'est toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et il fallait
essayer de trouver le juste milieu. Donc, et puis encore une fois, on s'adresse à des publics, entre guillemets, c'est-à-dire à des concurrents qui n'ont pas du tout le même niveau de compétition. Quand on parle à un Cyril Després ou un Marc Comard, qui sont des monstres en termes de pilotage et en termes de physique, hein, c'est des athlètes de très haut niveau. C'est eux d'ailleurs qui ont en particulier Cyril et Marc, qui ont été la première génération de pilotes à se préparer physiquement à la compétition Dakar avec un tel niveau d'exigence. C'est des gens qui faisaient plus de vélo et de musculation et de préparation physique que de moto quand ils préparaient le Dakar, hein. La moto, il l'avait de toute façon, il l'avait dans le sang, c'est dans l'ADN, il le pratiquait depuis tellement longtemps, mais en termes de préparation. Donc ces pilotes-là, ils avaient des niveaux d'exigence sur le parcours, sur les étapes très 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 élevés, évidemment. Ce qui contrebalance avec et ce qui contrebalance, 80% des participants sont des amateurs. Des exactement. Et les amateurs, d'abord, ils n'ont pas la même préparation physique, ils n'ont pas les mêmes types de véhicules, moins bien préparés, etc., etc. Ils n'ont pas l'expertise du pilotage ou de la nav que les autres pouvaient pratiquer. Donc on s'adresse à la fois à 10-12% de pros qui sont, je dirais, dans la pointe de la flèche de ce qui se fait de mieux en termes de compétiteurs et de véhicules. Et les autres, il faut qu'ils s'alignent. C'est ça. En fait, c'est à eux de s'aligner sur le niveau de difficulté qu'on va installer pour les pros. Donc contenter tout le monde, c'était difficile, mais le dénominateur commun que viennent rechercher tout le monde, c'est pas la facilité. Ça c'est sûr, et même chez les amateurs. Les amateurs, très souvent, eux aussi, me pouvaient être amenés à me reprocher une étape soit pas forcément très intéressante, trop roulante. En fait, quand c'est trop roulant, ça les emmerde. Ils préfèrent quand c'est chaotique, quand il y a des terrains multiples, quand ils doivent changer de rythme, quand ils doivent trouver de la navigation. Et c'est ça qui les poussait, c'est ça qui les motivait, parce que ils sont pas venus là pour faire un petit train-train de moto ou de voiture sur des pistes uniques roulantes. Ça les intéresse pas. Si, il faut en mettre un peu, parce que là il y a du pilotage, ils vont se marrer. C'est Loeb qui adorait ça. Lui, il était très à l'aise. C'est là où il leur mettait des valises sur les pistes roulantes sinueuses, parce que ça ressemblait à ce qu'il connaissait. Mais dès qu'il allait sur des portions plus compliquées, en tout cas sur les premières années, là c'était beaucoup plus chaud pour lui, quoi. Et là, c'est lui qui prenait des valises. La preuve en est, c'est que donc il change de copilote pour le Dakar. Peut-être qu'il y a une de ses explications, c'est justement la navigation dans le désert. Oui, alors moi j'ai assisté à la polémique. J'ai trouvé un peu dur, voire très dur, avec Elena, parce qu'Elena, il a fait des très beaux résultats avec lui. Hein, je dis pas que Loeb a été dur avec Elena. Moi, je connais pas les dessous de l'affaire. Je dis simplement que Elena, il a surpris tout le monde par sa capacité à intégrer les exigences du rallye raid. En WRC, une spéciale, elle doit faire 19 km. Une épreuve de Dakar de spéciale, ça en fait 450, 600 parfois, avec un niveau d'exactitude roadbook qui est évidemment différent. Hein. On repère pas les pistes du Dakar, alors qu'on repère les pistes du WRC avec plusieurs passages, et il y a les pistes des tests, etc., etc. Là, c'est de toute façon impossible. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'avait bluffé justement par sa capacité à intégrer les exigences du Dakar en rallye raid, et puis qui était complètement alors, il a mis du temps à comprendre l'épreuve, pas à l'intégrer sur les exigences du roadbook, de la lecture du roadbook, mais c'était pas son univers. Hein. Donc, lui, il est sorti de sa zone de confort plus d'une fois pour se mettre dans le bain. Et il en a bavé. Pour pas dire qu'il en a chié, mais moi je l'ai vu pelleter pendant des heures sous le soleil, trempé de sueur. Il n'a jamais connu ça en WRC. Et donc ce changement de culture, ce changement de paradigme, comme on dit, il était extrêmement brutal. Alors pour Sébastien comme pour lui, mais ils ont été de toute façon tous les deux très bluffants sur leur capacité à se projeter. Et c'était évident qu'ils n'allaient pas gagner le Dakar. Enfin, pour tous ceux qui connaissent l'épreuve, j'aurais pas parié un copec sur un podium. Et pourtant, il a été très vite très bon, hein, avec des très belles places. Donc, moi, je veux pas rentrer dans cette polémique. Et puis, de toute façon, je suis très loin de tout ça maintenant. Mais encore faut-il, je crois, prendre en compte le changement de contexte de course qui n'a strictement rien à voir. Et il a fait, encore une fois, des très beaux résultats sur le Dakar et sur d'autres courses, hein, Elena.
Donc coup de chapeau à lui pour ce qu'il a apporté à cette épreuve aussi, parce qu'il a apporté beaucoup. Et j'espère pouvoir en discuter avec lui très prochainement. Et tu le salueras pour moi. Pour revenir un petit peu sur la passion et finir un petit peu ce podcast, ta passion de l'auto, elle est venue peut-être un petit peu justement avec le Dakar. Elle est venue complètement avec le Dakar, c'est-à-dire moi j'étais pas du tout câblé, branché sport mécanique avant les années 93. J'avais une affinité en aimant les belles voitures, en tout cas celles qui me semblent des belles voitures pour moi, qui me plaisent. Plutôt celle de ton enfance? Alors moi j'aime bien les Mustangs, j'aime bien ces voitures-là. Plutôt les américaines. Ouais, plutôt les américaines, j'aime bien ces voitures-là, mais c'est vrai que j'ai aussi une certaine nostalgie des voitures de mes 20 ans à cette époque-là, donc c'est les voitures qui m'amusent, quoi. Des vraies voitures, quoi, qui font du bruit, qui ont une odeur, des belles carrosseries, et je me retrouve pas forcément dans les voitures d'aujourd'hui. La voiture dans laquelle on est venu tout à l'heure, sans citer la marque, voilà, c'est pas celle. C'est pas celle qui te fait rêver. C'est pas celle qui me fait rêver, non. J'aurais préféré venir te chercher en Mustang ou dans une vieille DS 23 par exemple, cabriolet, pourquoi pas, hein, soyons fous, pour me faire plaisir. Et les événements qui te plairaient seraient plutôt les 24 heures du Mans classique ou le Tour Auto plutôt que... j'aime bien. J'ai découvert récemment, hein, il y a 2-3 ans, à la fois le Tour Auto et le Mans classique. Alors, malheureusement, il est annulé là pour la deuxième fois, mais en tout cas, l'esprit de cette compétition est très sympa. D'abord, c'est des passionnés aussi, hein, donc dès qu'il y a de la passion, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a des... on tombe sur des vrais gens qui partagent des vraies choses. Ça triche pas, et voilà. Donc ça, c'est très agréable. Et puis, il y a des véhicules absolument magnifiques, ouais. Tu suis un peu la Formule 1 quand même, hein, pour le côté moderne. Oui, alors ça, c'est plus par l'intermédiaire de mon fils que tu as aperçu tout à l'heure, oui, qui est un gros fan. Donc je m'y suis accroché, à lui, et c'est vrai que il y a Julien Pebro, qui est un bon copain ex d'Europe 1, qui est venu avec moi sur le Dakar, dans l'hélico pendant plusieurs années, qui commente maintenant la Formule 1. Et donc j'espère pouvoir enregistrer un épisode avec lui, il est d'accord sur le principe, mais j'attends. Tu le salueras pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai passé des bons moments. Voilà. Juste une petite aparté sur la moto, parce que tu as aussi organisé l'Europa du Touquet. Oui. Parce que c'était une épreuve que Thierry Sabine a créée. Tout à fait. Est-ce que tu suis aussi un peu le MotoGP ou pas du tout? Du tout. Ouais, non, ok. Du tout. Mais l'Enduro du Touquet, c'est plein de souvenirs parce que c'était une épreuve qu'on réalisait toujours première quinzaine de février, donc juste après le Dakar. Ouais. Et il y avait... alors, c'était évidemment pas le même stress d'organiser l'Enduro que le Dakar. Hein. Quand on arrivait, en revenant du Dakar, on était tous contents de l'avoir réalisé, mais c'était d'excellents moments. C'était... pour moi, et c'est toujours d'ailleurs une compétition absolument incroyable. Moi, j'ai découvert l'enduro et ça tombait toujours pendant la semaine de mon anniversaire, l'enduro. C'est vrai? C'était des fêtes. C'est en février, c'est ça? C'est en février, ouais. Donc moi, je suis né le 11, et donc c'était soit le premier, le deuxième week-end de février, donc mon anniversaire tombait toujours, soit avant, soit pendant, bref. Donc en gros, tu as la redescente de pression du Dakar, voilà. Et en même temps, c'est la grosse fête, parce que c'est voilà. ça aussi. Hein, là, c'était des fêtes magnifiques, avec des gens incroyables. On avait plein de potes là-bas, des potes concurrents, évidemment, les potes aussi auprès de la ville du Touquet, des gens géniaux qu'on a côtoyés pendant des années, et avec qui on s'amusait énormément, mais vraiment beaucoup, à organiser cette épreuve qui était une épreuve. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore de quad, hein, c'est venu après, sous l'impulsion de Patrick Zaniroli, qui a aussi apporté beaucoup à cette épreuve, et donc c'était ces 1000 bécanes là le dimanche matin, mais c'était incroyable. Donc ça se mettait en place. Alors à l'époque, le départ était beaucoup moins bien organisé qu'aujourd'hui. Beaucoup plus dangereux aussi. Beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux, puisqu'on attendait pratiquement qu'ils soient tous là. Donc il y avait les retardataires qui voulaient pas s'intégrer au troupeau qui allait partir. Et là, il y avait cette grande herse en bois qui s'abattait. Et là, les 1000 bécanes partaient pour le whole shot sur plusieurs kilomètres, là, jusqu'à l'entrée du Goulet. Et ça, c'était des émotions absolument incroyables, quoi. Mais de fou, quoi. Là, il y avait du bruit. Là, il y avait du bruit. Il y avait du bruit, du beau bruit. Et puis aussi de la passion. Et puis des gens tellement sympas pour une course qui est super dure. Parce que c'est très, très dur, l'enduro du Touquet. En tout cas, à l'époque où il passait dans les dunes, maintenant, le tracé a été revu. Je vous invite à écouter l'épisode avec Kevin
Kevin Morel et Simon Bouvier, parce qu'ils l'ont fait tous les deux parmi les autres frères. Ouais. Ils l'expliquent très bien à quel point ça demande une préparation et que c'est un engagement là, physique. sur le qui est physique, monstrueux. faut y aller, faut taper. Hein. Et à l'époque, moi, c'était la génération de Mester Roquier qui avait des bras gros comme mes cuisses, quoi, et qui se préparait que pour cette course d'ailleurs. Enfin, pas que, mais principalement pour cette course. Et donc, c'était une course avec un engagement physique extrêmement fort. Ouais. Les types sortaient complètement rincés. Une course de 3 heures, mais en 3 heures, c'était... et puis, c'était une bagarre, quoi. C'était une espèce de bouskashi de sport mécanique. C'est-à-dire, ils se tapaient, ils se montaient dessus. Des courses de taureaux mécaniques dans les ruelles du Touquet et des dunes. Absolument incroyable. Oui, puis c'était quasi un Woodstock de la moto, parce que c'est 200 000 personnes presque qui c'est ça. C'était ça. C'était le Woodstock de la moto avec 3 jours où les gens campaient partout dans les dunes, faisaient des feux dans des températures qui étaient plus proches des -5, -6 d'ailleurs. Mais c'était une grande feria des sports méca, la plus grande course de moto au monde. Hein. Il faut savoir qu'il y en a une qui a copié le Touquet, qui se déroule dans les dunes au sud de Mar del Plata, hein, qu'ils ont appelé l'Enduro d'ailleurs. Je ne savais pas ça. Okay. Alors, ce qui est plus court, pas du tout la même configuration de circuit, mais ça a été copié. Et t'as aussi le joyeux bordel, un peu même esprit non, parce que je pense qu'on était historiquement, on était quand même les champions du monde pour organiser cette course. Alors, je sais plus quand Thierry l'a organisé pour la première fois. Mais je crois que c'est dans les années 70 comme le Dakar. Hein. Ouais. Dakar, c'est 79, donc 78-79. Je me souviens bien, il y a 3 ans d'écart, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est ça. Et cette course existe toujours. C'est ça qui est fou. Pourtant, elle a failli disparaître. Elle a failli disparaître, mais l'enduro des Baïnes, je crois qu'il a disparu. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ou en tout cas, il était très menacé. Mais l'enduro du Touquet, grâce au changement d'itinéraire, parce que le point bloquant... Le point bloquant de cette course, c'était le passage dans les zones dunaires, évidemment. Et il était évidemment nécessaire de le ramener plus sur la plage, parce que la plage, en fait, la marée, la marée qui passe nettoie toutes les traces. En une marée, il n'y a plus rien, quoi. Donc, il y a tout un effort qui a été fait remarquable pour préserver l'espace dunaire, faire en sorte que les dunes soient fixées par des plantations. Et donc maintenant, je pense que ça a été son passeport pour sa pérennité, quoi. Pour finir un peu ce podcast, à l'heure où il sera diffusé, on sera en juillet, tu auras quitté ASO. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Alors écoute, là c'est un peu tôt pour moi encore, hein, tout ça c'est assez frais, mais retrouver et trouver des occasions de bouger toujours, hein, comme j'aime, c'est dans l'ADN, donc ça va être un peu... dans mes projets. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Étienne, à très bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Rémi, titrant Bravo, qui a écrit « Du beau contenu, l'art de savoir faire parler les gens, les détails, les récits croustillants. Passionné d'automobile et de tout ce qui se passe en off, découvrir au travers des différents intervenants les coulisses de ce monde si merveilleux qui nous rassemble tous, c'est tellement génial qu'on se croirait presque privilégié. Vivement la suite. » Merci beaucoup Rémi. Écoute, tant mieux si tu le vois comme ça, c'est exactement la vision que j'ai de ce podcast. Et je pense que ce qui arrive à la rentrée va vraiment te plaire, parce qu'on est vraiment dans le off, dans les coulisses. Et puis c'est surtout des personnes, à mon avis, qui vous disent à tous ou à toutes quelque chose, puisque c'est quand même des gros noms qui arrivent. Il y a vraiment une rentrée de fou qui vous attend. Effectivement, c'est le dernier épisode de la saison avant que je prenne un peu de vacances, mais j'espère que la rentrée va vraiment vous plaire. En tout cas, merci beaucoup Rémi. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants pour ne rien louper. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter, il y en a actuellement 59. Sur ce, je vous dis bonnes vacances et à très vite pour un nouvel épisode.
Thank you.